Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font pour ensuite éventuellement appliquer ces méthodes à nos propres projets. Salut Jude. Ça va ? Ma foi, on essaie de ne pas se... C'est déjà ça. Je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton studio. Donc c'est chez toi, quoi. C'est dans ton lieu de travail. Donc on voit tout de suite qu'on est dans un environnement qui n'a pas... C'est vraiment... c'est un studio, quoi. Donc avec des micros partout, des écrans, des ordinateurs, des enceintes, des câbles partout. Des instruments de musique. Des instruments de musique. Voilà, donc super. Des caméras. Des caméras aussi, exactement. Ouais. Bon, super. Alors, du coup, je te remercie beaucoup. Et je te propose de commencer direct par une première question. Peux-tu me parler de la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort ? Donc, quand, comment et pourquoi ? Wow, déjà, faut trouver quand. C'était quand c'est maintenant. Ah bon ? Ouais. C'est exactement maintenant parce qu'il faut savoir que je suis pas un communicant. Je suis à la base un gros timide, un gars qui se cache derrière la technique, derrière des micros, derrière plein d'autres choses pour ne pas avoir à faire face aux humains. Et donc toutes les fois où on me propose un exercice comme celui-là, ou que je dois apparaître devant une caméra, ou voilà, je suis pas confortable du tout. D'accord. Donc voilà, donc je me suis jeté là. Je sais plus ou moins qui tu es. Je sais que je suis dans un cadre bienveillant. Donc je suis sorti de ma zone de confort. D'accord. Et pourquoi avoir accepté alors ? C'est ça, c'est savoir que... Alors, de plus en plus, j'essaie de faire des efforts sur moi-même à tous les niveaux. Des efforts dans le relationnel, parce que justement, c'est pas forcément une solution d'être reclus dans son monde et dans là où on est. Et aussi, depuis un petit moment, le souhait de pouvoir transmettre, de pouvoir parler de ce qu'on sait faire, de promouvoir, que ce soit ce que j'ai pu faire, mais aussi l'exercice en soi que j'ai choisi comme pour ma vie, quoi, en fait. Donc, être un ingénieur du son, être dans un univers créatif et pouvoir le transmettre, le communiquer à d'autres générations. Donc, les podcasts sont aujourd'hui un moyen de diffuser des informations. Donc, je me suis laissé tenter par cette aventure. Génial. Du coup, ça me donne l'occasion de te demander de te présenter. Enfin, comment tu te présentes ? Je ne sais jamais comment me présenter. C'est compliqué parce qu'en fait, je suis Thierry Girard, guadeloupéen, 44 ans, né un 27 mai, date symbolique chez nous en Guadeloupe. Ok. Donc voilà. Maintenant, mon père est artiste peintre, donc j'ai toujours baigné dans un univers. Il écrit aussi, il est sculpteur. Donc dans un univers d'intellectuel. Donc voilà, donc il y avait des gens comme Chamoiseau, Chonville, Cheikh Anta Diop, Glissant et Ernest Pépin en permanence à la maison. Ma maman, de l'autre côté, est un prof de sciences nat, sciences physiques, avec un gros amour pour l'art, justement. Donc, en fait, j'ai toujours baigné dans cet univers qui est d'un côté les sciences et d'un côté les arts et le côté créatif. Et il faut savoir que, par exemple, moi, je voulais être volcanologue ou bien... C'est-à-dire j'ai toujours eu toutes ces passions pour l'univers, les volcans,
la physique. Et donc, j'ai choisi une version de la physique transformée en artistique à travers le son. Donc, je me présente d'abord comme un ingénieur du son, avant tout. Ouais. Mais étant curieux de tout, j'ai touché à la lumière. Donc, je ne vais pas me prétendre éclairagiste, mais je sais faire un show lumière ou penser un show lumière. Aimant la photo et aimant la lumière, donc j'aime la photo. Mon père aussi avait un musée de la photographie guadeloupéenne à l'époque. Donc j'ai toujours été proche des caméras. Donc je n'aime pas dire que je suis un photographe, mais mes copains photographes disent que je suis photographe. À côté de ça, de fait, en étant dans la musique très tôt et avec tous mes crews, que ce soit au lycée et après, donc je compose un petit peu, donc j'ai eu l'occasion d'avoir des choses qui sortent ou prochainement des choses qui vont sortir. Donc on va dire que je fais un petit peu de musique. Autour de ça, j'ai découvert aussi un univers de production. Donc très tôt, on a monté une boîte de production. Donc je suis aussi un producteur. Et la dernière grosse casquette, c'est la casquette de régie. En France, on va dire de la régie. Aux États-Unis, il y a plusieurs sous-catégories. Donc en fait, je suis tour manager. Donc par exemple, je pars avec des artistes en tournée, mais je gère tous les aspects de la tournée. D'accord. C'est-à-dire que je dois vérifier que les hôtels ont bien été pris, les billets d'avion ça match, qu'on va pouvoir avoir nos correspondances, quel est le matériel qui sera disponible et qu'il soit prêt ou pas. Donc il y a ça, c'est le côté tour manager ou road manager et le côté ingénieur de tournée. Voilà. Donc tout ça, ce sont un peu toutes mes casquettes. Et après, je suis un geek, donc j'aime la technologie, je suis toujours dans la veille, toujours sur des produits innovants. Dans toutes les formes de technologie. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un jardin. Dans mon jardin, j'essaie de voir quelles sont les dernières méthodes, tout en étant en accord. C'est pas la technologie pour la technologie, mais c'est vraiment pour comment mieux fonctionner avec les choses. Ouais. Donc tout ça, c'est moi. C'est très complet. c'est très complet. Mais c'est difficile à expliquer voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais en fonction de là où je me trouve, je vais choisir de présenter une casquette parce que c'est plus simple. Ouais. De dire je suis ingénieur du son ou bien je fais ça ou je fais ça. Génial, top. Moi, tu sais que je voulais être ingénieur du son quand j'étais plus jeune. Ok. Et puis, je me suis un petit peu renseigné. Je me suis rendu compte qu'il fallait faire les maths. Et enfin, c'est ce qui m'a semblé. Et puis après, j'ai dit non, je peux pas. Les maths, déjà, c'est facile. Hein. C'est une histoire. C'est juste une approche. Mais il n'y a pas de... Alors oui, de manière, tout est mathématique. Tout est mathématique. Mais c'est pas... Le son, pour moi, être ingénieur du son, c'est avant tout une histoire de bon sens. Ouais. C'est vraiment ça. Derrière, maintenant, si tu sais comment un micro fonctionne, en termes de bon sens, tu n'as pas besoin de savoir que cette fréquence de coupure ou ci ou ça. Et de la calculer surtout. Une fois que tu as des informations, tu vas faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est pas... Les maths ne devraient pas être un frein. Ouais. À la limite, je dirais peut-être même la physique plus, parce que comprendre les réactions de l'air qui se déplace sur une membrane de micro et pourquoi c'est du son. Ouais, là, ça, c'est vraiment le corps même du son en soi. Mais les maths, c'est la mise en papier de tout ça, en fait. D'accord. Toi, tu t'es formé où? Alors, parcours assez atypique aussi. Alors, très tôt, moi, j'ai traîné dans tous les magasins. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, ma formation commence dès là, en fait. Ouais. Donc, j'avais 13-14 ans, je traînais dans les magasins de la place en Guadeloupe. Okay. Je regardais d'autres gars faire, je regardais des gars fabriquer des enceintes. Ah ouais, comment tu fais ça? Récupérer des formules, bref. Et puis, donc, bac S, option physique, et je décide de partir. Alors, je voulais partir à Berkeley, qui est là... En Californie? Non, Berkeley à Boston. Pour la musique, c'est Berkeley-Boston. Ok. Berkeley. Okay. Et ça coûtait une fortune, ça coûte encore une fortune. Et mon choix s'est porté pour la SAE, c'est aussi une école internationale
à l'époque, elle avait 4 ou 5 ans en France. Et donc, j'ai choisi la SAE en France, à Paris. Et il faut savoir qu'en fait, il y a une SAE dans chaque capitale. Ok. Donc, il y en a une à Londres, il y en Ça a veut une à dire New quoi, York. SAE? School Audio Engineering. Ok. Et en fait, le programme initial disait que tu pouvais commencer à Paris, finir à New York. Bon. À l'époque où j'étais, c'était pas encore en place. C'était encore un peu trop neuf. Maintenant, je pense que c'est plus effectif, parce que ça doit vraiment être opérant. Donc, je faisais la SAE avec comme cursus 2 jours de cours par semaine. Ouais. Donc, il y a 2 jours sur les 7 jours où j'étais à l'école. Ouais. L'autre partie du programme, ça c'est la théorie. La pratique, c'est que tu t'inscris sur un tableau avec des exercices pratiques. Et c'est toi qui t'inscris. Tu veux faire 4 fois celui-là. Si d'autres élèves n'ont pas pris la place et qu'il y a du créneau, tu prends. Et derrière ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de personnes qui travaillaient déjà. Ouais. Et je suis rentré Alors, à l'école, on a appris vraiment le côté studio des choses. Enregistrer un micro, voilà. L'aspect studio. Et j'ai été, sur mon temps libre, apprendre le côté live. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de bonnes personnes autour de moi qui m'ont mis au bon endroit. Ouais. Notamment à cette période-là, c'est Olivier Laboissière. Bon, c'est un peu perdu de vue, mais c'est voilà. À cette époque-là, lui, il m'a introduit avec les gens avec qui il travaillait déjà sur Paris. Ouais. Et donc, j'ai intégré des boîtes de son. Ouais. Des boîtes de son qui étaient déjà sur la place. Et donc, tu commences en poussant les flycases. Ouais. Après, on te dit ça, tu montes ça se monte comme ça. Tu regardes les autres faire, tu apprends, tu poses des questions. Donc, j'avais le terrain avec cet aspect-là et le studio avec le côté école. Ouais. Et tout de suite, j'ai vraiment mis les deux ensemble. Ouais. C'est-à-dire mis les deux en parallèle. Et c'est assez marrant parce qu'à cette époque-là, si on te demandait de faire le choix, tu étais soit un ingénieur studio, soit un ingénieur radio, soit à la télé, soit en live, et pas forcément tout ensemble. Et moi, ça n'a pas été mon choix. Dès le départ, je voulais... participant, j'avais déjà mon crew, le Karukera Crew. On avait des projets, on avait des choses, donc on avait envie de fabriquer de la matière, de faire du... Et qui fonctionnait toujours à Paris, du coup. Ouais, en fait, on était... Starjet était à Bordeaux, c'était Paris, Bordeaux, ouais, grosso modo. Okay. Et, avec Exos aussi, du coup. Exos, ouais. Et Exos a fait la même école que moi. Ah ouais, d'accord. En fait, les gens qui sont partis sur cette école, dans le milieu, c'est David Datil, aujourd'hui qui est à Guadeloupe Première. Ouais, je connais pas. Qui est ingénieur du son à Guadeloupe Première. Son père, c'est lui qui a su convaincre ma mère en disant non, mon fils est à cette école-là, et son père, c'est Guy Datil, bassiste du groupe Énergie. Ok, prof de maths, donc collègue de ma mère au collège. Ok. Et il a dit non, t'inquiète, c'est une bonne école. Donc ma mère m'a laissé partir en confiance grâce à Monsieur Datil. Oui, parce que ton fils qui part faire un peu de la musique, c'est pas la carrière auquel les parents vont même rêver si les pour parents leurs sont enfants. ouverts d'esprit, voilà, ça reste... Même si toi, tes parents étaient déjà dans l'art. Donc, mais ils sont tout en... Voilà, mon père est dans l'art et mon père est clairement conscient que pour manger, c'est un truc qui est totalement aléatoire, quoi. En tout cas, à cette période-là, c'était pas forcément évident. Ouais. Et donc voilà, j'ai su partir là-bas, avoir les bonnes collections. Donc Exos qui était déjà, David qui était déjà. J'ai un autre copain, Gaïd Marie-Antoinette, qui est mon binôme aussi, qui était. Donc ça fait que, voilà, partir en confiance et ces deux univers à mettre en commun. Et ma troisième source de formation, et ça c'est très particulier, c'est vraiment important pour moi, c'est que je me suis acheté un ordinateur. Alors, je fabriquais déjà des ordinateurs, des PC à l'époque, mais je me suis acheté un Mac à l'époque, justement en 99, mon premier Mac. C'était la sortie du G4, ça coûtait une fortune. J'ai eu ma tante, ma marraine que j'ai appelée, j'ai dit Tati, il me faut ça pour mon avenir. Elle a suivi, elle a dit banco, j'ai pris de mon prêt, voilà. Ouais. Mais en fait, pourquoi parler de ça, c'est qu'avoir cette machine-là, qui était une machine de studio, qui était une machine high level, l'avoir chez moi en permanence, et tous les jours être dedans, fait que par rapport à tous mes autres collègues, et jusqu'à présent, ça m'a donné
ça a su créer l'expertise que j'ai aujourd'hui. Ça a su me permettre avant même d'avoir YouTube et de pouvoir apprendre des tutos, ben moi j'avais la machine chez moi et je tentais des trucs. Génial. Ouais. Et je l'apprenais, je la mettais dans le métro. J'ai été enregistrer l'album de Tyranny, un album qui n'est jamais sorti, mais voilà, je l'ai emmené là-bas. Quand on a fait l'album de Star J Exhaust, notre premier album, ben, je trimballais ma machine qui était une grosse bécane. Hein, et c'était mon outil. Et ça fait que j'étais quelque part bon sur l'outil informatique parce que c'est le moment où il y a eu ce shift. On est passé de la bande et de la console au premier projet in the box, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle in the box, quoi. C'est-à-dire mixé totalement dans un ordinateur. Mais en 2000, c'était le Donc tout début. Tu étais un peu précurseur. Et d'ailleurs, j'imagine que dans ton crew, tu devais être vraiment le seul à être dans ce créneau-là, quoi. Clairement, c'est-à-dire que par exemple, Exos, moi je connaissais Exos, TX c'est pour T-Exos. Ah bon? Exact. Ça, je voulais te demander en plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'un jour, j'étais au balcon de chez Exos à la Jaille, il y a Darkman qui débarque, et ben voilà, gars, je commence à avoir mes locks, Exos ça veut dire c'est locks, de Chabin à Linette, Café DJ... Et Darkman a commencé un délire, Gaëti Exos, et tout le monde l'a pris. Ah ouais. Et c'est resté. Donc on m'a longtemps appelé T-Exos. Ouais. Et je crois que c'est vers 2003-2004, j'ai fait un cut. J'ai dit, bon, voilà, pour différencier le petit T, voilà. Ouais. Donc j'ai fait TX. Et c'est devenu TX. Ouais. Je trouve ça génial. Voilà. Donc merci Darky. Donc. C'est... Voilà. Non, c'est génial parce que moi, si tu veux, je ne connais pas. Moi, j'ai pas du tout été dans cette vibe. J'étais déjà à Paris. J'ai grandi en grande partie à Paris. Donc, ces débuts, moi, j'ai un peu vu l'émergence du KSS en Guadeloupe. Mais bon, pas plus, quoi. Je suis trop monté à Paris. Donc, du coup, j'ai découvert Exos en 2017. Ok. Tu vois, je connaissais pas du tout. Et du coup, quand je trouve ça génial, quoi. Ben, si tu veux, donc moi j'avais un crew DSI au lycée. En fait, dès le lycée, j'avais ma sono, j'avais du matos DJ. Avec un copain, Anthony Cassi, ben, on avait monté un petit studio. Et donc voilà, ça c'était le premier crew. Voilà, donc big up à toute cette famille-là. Et suite à ça, donc je monte à Paris. Et bien sûr, donc Exos que je voyais en Guadeloupe, là j'arrive chez lui à Paris dans un autre univers. Et effectivement, ben, il a des synthés, il a des trucs. Donc effectivement, lui, boum, son expertise, elle est là. Elle est sur les instruments de musique, sur les synthés, tout ça. Et moi, je choisis d'avoir un ordinateur, un truc qui vient de sortir. Je suis à l'Apple Expo, voilà. Et je fais un pari sur ça. Et on va se complémenter, parce que lui, je vais rapporter mon matos à son studio, du moins chez lui, son appart. Voilà. Et on va pouvoir monter notre premier... en fait, on monte notre premier studio ensemble. En mettant le matos de tout le monde en commun. Et les expertises ensemble aussi, en commun. Super. Et Stargy, il faisait quoi avec vous à l'époque? Alors, Stargy était à Bordeaux, voilà, pour être prof de maths, du moins. Et tous les week-ends, ben, le mec, presque... Bon, pas tous les week-ends, mais il descendait, il venait... débarquait chez Exos, et il enregistrait, il prenait des sons, il composait... Pareil, il avait investi sur une MPC 2000 à l'époque. Donc, voilà, c'était tout ça. Putain, mais c'est génial. Et un autre big up, c'est aussi mon frère Pierre Coblin-Iberson. C'est un Guadeloupéen, ingénieur du son. Et aujourd'hui, pas que, parce qu'entre-temps, il a continué à apprendre. Il est prof et il est dans une grosse université à Boston qui s'appelle Emerson. Et à l'époque, Pierre aussi, quand j'ai cette bécane-là, c'est le premier mec qui me donne un logiciel. C'est-à-dire, il me donne un logiciel qui s'appelle Digital Performer à l'époque. Et il me dit, tiens, il me donne une version. Et pareil, il y a les ingénieurs du son connaissent ça. Ce sont les plugins Waves. À l'époque, il n'y avait pas 20 milliards de plugins. C'était le début. Et le gars me donne une licence. Mais elle donne, c'est-à-dire, tiens, c'est cadeau. Et donc, je me retrouve avec tout de suite les outils pour être efficace. Donc, j'avais qu'à apprendre, qu'à être sérieux, qu'à être... Voilà. Donc, big up Pierre. Génial, c'est cool ça, génial. Non, parce que j'ai voulu t'interviewer parce que ça fait un moment qu'on me parle de toi. Et on m'avait dit, il y a un gars en Guadeloupe, il a un G-son et
il est dans l'équipe de Lauryn Hill et il fait le tour du monde avec des artistes et tout, et il vit en Guadeloupe. Et moi, j'avais trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y a quand même peu de personnes comme ça qui, basées en Guadeloupe, en fait, toi, tu bosses en Guadeloupe aussi, mais tu bosses aussi beaucoup à l'international, et quand même avec des super grands noms. Donc, alors moi, c'est ce que j'ai vu, hein, mais il y en a sûrement d'autres. On a parlé évidemment de Exos, de Star J, qui sont des stars locales, bien que tout le monde connaît. Admiralty, Marcus Miller, Lauryn Hill, Kenny Garrett. J'ai vu une interview, tu parlais de Prince et de The Internet aussi. Après, bon, plus communément aussi en Guadeloupe, Dominique Coco, Akio, Kassav. Voilà, donc c'est quand même des super grands noms. Tu as un carnet d'adresses, il y a un portfolio, on va dire, assez important. Et donc, du coup, c'est génial, quoi, parce que je me dis, mais moi, je voulais savoir comment tu as fait. C'est tout simplement ça. Comment tu as fait pour en arriver là? Comment de départ de ta... je vois très bien l'image. Je t'imagine à 15 ans, traîner à Pointe-à-Pitre entre les magasins de Sono et arriver maintenant à être en tournée avec Kenny Garrett 20 ans plus tard. Alors, comment j'ai fait? Bon, je sais pas moi-même comment j'ai fait. Maintenant, si on doit voir de manière rétrospective, il y a des moments clés. Il y a un moment clé qui peut paraître anodin, mais moi, je lui donne une importance capitale dans mon parcours. Il y a un soir, je suis avec... Alors, moi, j'ai commencé avec les... Bon, on a sorti l'album de Star Exos. Ouais. Et au moment où je fais ça, je devais enregistrer sur l'album de Tyranny Admiralty. Ouais. J'ai pas l'occasion. Malheureusement, j'ai un empêchement ce jour-là. J'envoie mon pote Gaïd. Donc Gaïd enregistre avec Admiralty, tout ça. Mais je garde le contact avec Admiral, qui revient au studio et tout. Et je lui dis, je veux enregistrer, je veux bosser avec toi. Ils ont un studio ici? Non, on est à Paris. D'accord, on est à Paris. Okay. Et c'est Paco Major qui ramène Admiral, je crois, à notre studio. Bon, bref. Et j'ai dit, Admiral, je veux bosser avec toi. Je rentre en Guadeloupe. Et comme dit, comme fait, on commence à bosser. Et je crois qu'en 15 jours, on enregistre au moins 45 ou 50 morceaux. Ah ouais. Ouais, et là, on parle de l'album Mosaïque Créole. Et on parle de l'album Mosaïque Créole. Okay. Et donc là, je rentre dans la team. Donc, Admiral m'introduit auprès de Teddy Zimamirin, qui pour moi, c'est la tête pensante de cette période-là. Et donc, fondateur aussi du KSS. Ok. Tu vois, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, KSS, donc Bowser Jimmy, et tout le KSS. Quoi. Et et on a cette team un peu rapprochée autour d'Admiral, où moi, je propose ma compétence à la technique. Ouais. Je parle pas d'argent, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de, c'est voilà, l'énergie pure de création. Admiral qui écrit, et je découvre une équipe où Teddy, il a un fichier Excel, j'ai envie de dire, c'est ton notion d'aujourd'hui, quoi. Et avec, voilà, on va faire un temps de titres, il a découpé, il faudrait qu'on aille sur du Rocksteady, sur ci, sur ça, il y a les BPM, il y a les thématiques. Ouais. Et Admiral, lui, donc se retrouve à être hyper cadré et à devoir produire sur des choses. Et derrière, tu as un Brother Jimmy, que je connaissais déjà, que j'avais vu sur plein de choses, qui arrive avec... Il arrive avec des idées, des bouquins, de la presse, pour aussi le nourrir, en fait. Et donc, quand il revient avec ses flots de fou, les gars repassent derrière en disant, OK, jamais en étant, il faut faire ça, mais en donnant des orientations. Ouais. Et ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'après, on avait des titres de folie. On a fait une sélection présentée à Don Miguel, et on se retrouve à enregistrer, on se retrouve à faire en def l'album d'Admiral. Et le truc qui est super marrant, c'est qu'à ce moment-là, Admiral est occupé parce qu'il tourne le film Nègre Marron avec Dali. Ouais. Donc ça me permet d'arriver sur Dali, mais donc je finis sur le truc. Un truc super marrant aussi, bon, j'en rigole, c'est que j'enregistre l'album d'Admiralty, on arrive pour le mixer dans des super studios en Martinique, et Don Miguel me connaissant pas, et me faisant pas du tout confiance, c'est-à-dire on m'a fait confiance pour enregistrer, c'est bien, mais pour mixer, ils ont appelé un baron, un gros boss, c'est l'ingénieur de Soul to Soul, bref, un gars lourd dans le reggae, et on arrive et le gars il commence à mixer, et Admiral n'est pas là. Et Admiral n'est pas là, Teddy n'est pas là, il n'y a que Jimmy. Et à chaque fois, je dis, c'est pas la bonne direction.
Ouais. C'est pas là où on va. Ouais. Et on ne peut pas qu'à coûter moins. Mais moi, je suis avec Admiral au quotidien à la base. Donc, Ouais. on a fait le truc ensemble. Tu Ouais. vois, donc les équilibres, comment le truc il doit tourner, je l'ai, quoi. Donc, le gars, il me fait faire des mises à plat. Mais après, il repart dans des trucs et il va à sa sauce. C'est normal, en fait. Hein. Il va là où il sait faire, là où il veut aller. Ouais, bah, après, sans connaître, on s'en rend pas compte. Mais pourquoi ça sonnait faux, ça sonnait mal? C'était trop reggae, pas assez dancehall, c'était quoi? Alors, je pourrais pas te dire, parce que je me rappelle pas de ces mix en soi à ce moment-là. Mais moi, je me souviens avoir été en pleurs. Je suis un gars hyper émotif. Hein. Ouais. Franchement, oui, je pleure. Je suis en pleurs parce que j'explique aux gars que c'est pas ça. Ouais. J'explique à Don Miguel que c'est pas ça. Et les gars me disent, ouais, mais lui, voilà, il attend Ouais. en background. Ouais. T'as fait quoi? Ouais. Enfin, un Stargy Exhaust qui n'a pas vendu des masses, voilà. Et voilà. Et arrive le jugement où Admiral arrive, il a une pause avec Neg Marron, Ouais. big up à Monsieur Barnier au passage, et il vient au studio, il écoute et il aime pas du tout. Ouais. La pochette est déjà faite, avec le nom du mec écrit mixé par un tel. Et là, Et le gars, il était payé ou pas, le gars? Ah oui, mais bien sûr, puis, oui, t'as la totale. Et là, Miguel me dit, tout le monde, bah, tu as une semaine pour refaire l'album. Oh là là. Mais plus les mêmes conditions. C'est-à-dire là, on était au studio Hibiscus, grosse console, gros tout. Et là, je retourne sur mon ordinateur, mon fameux G4, Ouais. dans ma chambre. Chez mes parents, voilà, puis j'étais rentré. Ah, parce que, ah ouais, le taf que le mec a fait dans le studio, toi, tu dois tout refaire chez toi sur ton G4, Exactement. dans ta chambre, quoi. Ouais. On a gardé Oh là que là. 4... On a gardé, pas 4 titres, on a gardé 2 titres. En fait, c'est des titres qui avaient été enregistrés en Martinique même. Ouais. C'était les reggae enregistrés par Lévy, Ouais. compositeur de Sahel et tout ça. Mhm. Et ce sont ceux-là qui ont été mixés par lui. Et tous les autres titres ont été remixés par moi, chez moi, dans ma chambre. Wow. Sauf que c'est pas écrit sur la pochette. Donc, t'as pas été crédité pour l'album. J'ai pas été crédité pour ça. C'est crédité un enregistrement et c'est tout. Waouh. Ok. Mais tout l'album d'Admiral a été mixé par moi. Ah, c'est dingue, ça. C'est fou. Et donc on part en studio, et tout, on part en tournée, donc ça commence machin. Et je me retrouve en connexion avec Sahel, Ouais. parce qu'à cette époque-là, il y avait une belle dynamique aussi avec Sahel. Je fais des dates avec Sahel. Et Sahel me propose de faire une date. On est à Paris. Mais il avait aussi appelé un autre ingénieur du son qui connaissait mon parcours et qui me suivait déjà depuis un moment. Monsieur Patrick Clair. Mhm. Patrick Clair, c'est l'ingénieur de Kassav. Ok. La grosse partie Kassav Ok. des années 90, c'est Ouais. l'ingénieur live en tout cas, hein, parce Ouais. qu'il y a Didier Lozaïk en studio, mais l'ingénieur live de Kassav. Et Patrick, on est là dans la soirée, donc on se retrouve à 2 ingés, donc bien sûr, moi j'ai un père au-dessus, donc je me mets en mode plutôt assistant. Mhm. Voilà, c'est un show de Sahel, ça se passe terrible. Et après, on discute et Dali est là. Et Dali lui dit, ouais, mais Patrick, pourquoi t'embauches pas TX? Mhm. Et on a cette conversation ubuesque où le mec, Patrick c'est un blanc, hein, je Mhm. sais pas d'où il est, et il dit, je peux pas l'enregistrer, et je peux pas l'embaucher parce que c'est chaud, quoi. Ça va être chaud, ça va pas être compris. Donc on est tous un peu de quoi tu parles. Et grosso modo, sans donner les mots, mais il dit que voilà, moi arrivant de ma petite Guadeloupe dans des équipes où certes je suis compétent, mais je vais passer devant des gars qui sont là depuis tant de temps. Donc je comprends qu'il y a cette notion de racisme qui m'est introduite par une autre personne. Ouais. Et je me dis, la solution, ça ne sera pas d'être en Paris, d'être en France pour pouvoir émerger. Et ça enfonce le couteau sur, ok, tu dois retourner en Guadeloupe. Et j'étais déjà, parce que j'avais rapatrié tout mon studio, mais ça enfonce le clou. Mhm. Et donc de là, en Guadeloupe, ce que je me retrouve à faire, c'est bosser sur les concerts live qu'il y a ici. Mhm. Et je me retrouve à être partout. Mhm. Donc, comme assistant, voilà, je commence au ras des pâquerettes. Mhm. Mais surtout, ça me met en contact. À cette époque-là, on avait encore beaucoup de concerts internationaux. On avait le Centre des Arts qui était là. Effectivement. Donc, et moi, je me mets à rencontrer des gens dans ce cadre-là. D'où le Marcus Miller. D'où le Marcus Miller. Ok. C'est principalement celui-là qui aura changé le game. Ok. C'est cette rencontre avec Rebecca Foster Ok. que je considère aujourd'hui comme mon mentor. Mhm. Femme noire américaine qui a des locks. Qui est dans l'équipe de Marcus Miller. Qui est dans l'équipe. Alors, au début, je ne comprenais pas encore sa fonction. Et elle est aussi membre fondateur de Tribe Called Quest. Ah donc, ouais. elle est vraiment. Donc, Ok. c'est un monstre. Ouais. Et si tu veux, donc, je vois cette dame. Tu dis comment elle s'appelle?
Rebecca Foster. Rebecca Foster, Ouais. ok. Et je vois cette dame qui, par exemple, en plein concert, par exemple, de Marcus, à l'époque, c'était le début des réseaux sociaux, mais tous les artistes étaient genre contre. Donc il y a un mec qui sort un appareil photo. Ouais, et il ouais, me dit, ouais. va l'empêcher de filmer. Mais moi, bien sûr, je fais le tour de la salle. Ouais, Le temps d'y arriver, elle est déjà là, elle est déjà intervenue parce qu'elle a sauté sur la scène, ouais, pas elle est intervenue. ouais. Et je fais, waouh, mais en fait... Et j'essaie de comprendre ce qu'elle est, en fait. Je comprends qu'elle n'est pas juste un ingénieur du son, qu'elle est la tête pensante de la tournée et qu'elle met tout en place. Et donc, je commence à l'observer, à parler, et à lui dire, voilà, c'est ça qui m'intéresse en termes d'avenir. Et elle me dit, effectivement, bon ben, on reste en contact, je vais te brancher sur des trucs. Sauf que... j'ai envie de dire, ça arrive jamais, mais bon, c'est pas vrai, les choses prennent leur temps. Mais ça arrive pas à la vitesse à laquelle j'aimerais que ça arrive. Mais je reste en contact. J'imagine. Je la recheck régulièrement, donc puisqu'elle s'occupe de Busta Rhymes, elle s'occupe de DMX, elle s'occupe de plein de monde, Bref, j'oublie. Mais elle a vraiment un gros catalogue. Donc je me retrouve à Paris, à la recroiser plusieurs fois. Donc je me retrouve à faire aussi du merchandising. C'est-à-dire que sur un concert de Marcus à l'Olympia, pas à l'Olympia, au Bataclan et d'autres, je suis là en train de vendre. Je suis fan de Marcus, en plus, c'est vraiment un hasard. Et je me retrouve, elle m'a dit, bon, j'ai déjà des ingé-sons, tout ça, bon ben, tu veux faire du marketing, de la vente. Je vends des CD, j'explique aux gens, ça c'était l'album, telle année, tu aimes ça. Donc je suis dans le crew, je vois les gens, je vois Poudjibel, je vois Marcus. Mais en fait, tu t'es un peu immiscé sans être dans le crew réellement, quoi. C'est ça, c'est ça. Sans être au son, mais je suis là et j'observe. Et je garde cette relation avec elle, et dès qu'elle a un petit truc, comme ça, je suis là. Et de l'autre côté, je continue mon travail ici, et je rencontre aussi Christian Laviso. Christian Laviso, je l'avais vu dès le départ. Et sur le premier album d'Admiral, j'avais tenté le gars un peu... le gars qui n'a pas encore tout compris à la vie. Et je lui dis, ouais, viens jouer un coup de guitare sur Admiralty. Mais ça serait juste... Aujourd'hui, je comprends que ça n'aurait pas été possible. C'est deux univers. Mais bon, il était venu, on avait essayé, ça n'avait pas forcément matché. Mais moi, j'étais resté en contact avec lui, on a commencé à travailler ensemble. Et grâce à Christian, je fais des concerts. Et donc, Kenny Garrett... au Centre des Arts. Mais pas de connexion, c'est-à-dire le gars il est là, je fais mon job, pas de connexion. Donc tu as rencontré Kenny Garrett et Marcus Miller en Guadeloupe. J'ai rencontré Kenny Garrett et Marcus Miller en Guadeloupe. Il y a Kenny Garrett aussi, repasse avec Christian Laviso à Marie-Galante. Je fais le son, mais je croise même pas Kenny, je suis tellement occupé. Puisque je faisais aussi le festival Marie-Galante, je croise pas Kenny, tout ça. Et finalement on est sur un projet d'album avec Kenny, avec Christian, et on fait venir Kenny. Pareil, à cette même période, c'est marrant parce que Marcus Miller revient en Guadeloupe à ce moment-là. Et c'est en décembre, je crois, 2015. Et soit décembre 2014 ou 2015. Et c'est marrant parce que il y a Kenny qu'on fait venir. Donc je fais une séance de studio avec lui. Il y a le festival Ilo Jazz sur la place de la Victoire. Et il y a Rebecca qui dit... J'ai beaucoup entendu parler de ce festival. Il y a Rebecca qui dit aux gens d'Ilo Jazz, mon référent, c'est TX. Donc je me retrouve à être directeur technique du festival et à gérer la technique. Ça se passe bien et tout. Je redis à Rebecca, je vais bosser, je veux faire de la tournée internationale. Parce que pendant ce temps, je fais de la tournée. C'est-à-dire que je fais de l'Admiralty, je fais des choses comme ça, mais on n'est pas sur le schéma de la tournée internationale. On a tendance à dire, on part en tournée, on va faire 3 dates, une à Bordeaux, une à... Avec Admiral, on a fait de la vraie tournée. Tu vois, on a fait un peu d'Europe et tout. Mais avec d'autres, c'est 2-3 dates. On n'est pas dans le schéma de l'industrie. Je dis, je veux partir. Ça marche toujours pas. Et je fais ces sessions avec Kenny. Et à la fin de la session, M. Garrett me dit, est-ce que ça te dirait de partir en tournée avec moi? Of course. Bah oui, c'est clair. Voici mes coordonnées. Donc ça, c'est début décembre. 2014. 2015, je pense que c'est 2015. Non, 2004. 2014. Et 25 décembre, Noël, Merry Christmas, mon téléphone sonne, un numéro américain, et Asteri, toujours OK pour partir en tournée, c'est Mars, Génial. Je dis, OK, boudoum. J'appelle Rebecca, je dis à Rebecca, ouais, je pars en tournée avec Kenny, là. Rebecca me dit, ah bon, Kenny t'a pris en tournée?
Ah ben tiens. Et là, je me retrouve à avoir 2 tournées en même temps, les mêmes dates, les mêmes trucs qui se collent et tout. Ouais. Et j'ai déjà dit oui à Kenny. Ouais. Elle me propose du Marcus, mais là, vraiment en position, je dis. Et donc, je reste sur Kenny. Donc, je pars ma première tournée avec Kenny. Ouais. Et une fois que donc on reste en contact. Et une fois que j'ai fini mon dernier concert avec Kenny, je rentre à Paris. Je discute avec une pote. Je lui dis, ouais, il y avait Marcus qui est là. Elle m'a dit, vas-y. Je prends. Vas-y, c'est-à-dire. Va les rejoindre. Comme ça, ok. Je pars. Je vais les rejoindre. Et ils sont où? Ils sont à ce moment-là donc en France. Donc ils sont en France, ouais. Au-dessus de Paris. J'oublie le nom de cette ville. Lille, Roubaix. Pas jusque-là. Il y a un énorme château. Et d'ailleurs, le concert avait lieu dans un château. Je peux retrouver ça. Normandie, et donc la balance est déjà faite. Donc j'arrive à la limite. Dans ma tête, je vais regarder le concert. Je vais assister. Je suis fan. Il y avait ce jour-là, en première partie, un groupe avec Thierry Fanfan. Ouais. Il me fait t'es toujours sur le bon coup, toi? Ouais, non, mais je pose pas et tout. Ça se passe. Et le concert commence et elle me dit vas-y. Et je me retrouve à la console, Marcus Miller au retour. Bon. Mais il y avait qui à la base, à la console? Elle. Ah ouais. Elle, parce qu'elle, elle est tout en fait. Elle est tour manager, elle est productrice, elle est ingénieure du son. Okay. Elle me laisse à la place, elle va faire autre chose, elle va gérer sa life. Donc je me retrouve là, boum, ok. Le concert se termine. Tu veux revenir demain? Ouais. Demain, c'était un concert dans Paris. Ouais. C'était à Casino... d'Anguin. Anguin. Ok. Ce concert sur l'eau. Ouais. Boum, ok, pas de problème, je serai là. Boum, j'arrive. Et là, je monte tout dès le début, la journée, tout ça commence, tac. Tu veux revenir demain? Mais on parle pas d'argent, je suis pas sur la thune, moi. Je suis sur... Ouais, ok. Et boum, je me retrouve à faire Jazz à Vienne. Ouais. Et en fait, ça, voilà, on démarre cette relation comme ça. Ouais. Et boudoum. Donc, il y a eu ce culot. Ouais. Merci à ma pote Vivi de m'avoir un petit peu poussé sur celui-là. Ouais. Et boum. Et après, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est-à-dire que quand... sur d'autres actions... après, elle va m'appeler par exemple sur Prince. Donc chez Prince, je vais vivre pratiquement 3 mois avec lui, quoi. Donc elle, c'est pareil, c'est elle qui... Je suis avec mon fiston aux États-Unis, c'est les vacances, je l'emmène à Disney. Elle me dit, j'ai vu sur Insta que tu viens, j'ai besoin de toi, j'ai un truc qui se monte. Tu vas me dire quoi? Ouais. Je découvre que boum, je reçois un mail, je dois signer des papiers, j'ai pas le droit d'en parler. Ouais. Je pars à Minneapolis, à Percy Park. Chez lui. Pour un album. Avec ton fils. Alors non, elle m'a dit tu peux venir avec lui. Je dis non, je le ramène. Donc je l'ai ramené à la maison. Je suis reparti. Et le truc le plus fou, et merci pour la confiance, c'est-à-dire qu'elle me dit je peux pas être là. Je suis avec Marcus, on a des dates au Japon. Ouais. Par contre, il a décidé d'avancer son show. Donc il me faut quelqu'un de confiance. Vous serez 2. C'est assez marrant. Et dans le mail, donc, elle me dit tu verras. Donc il ressemble à ça. Donc elle me décrit un grand noir costaud baraqué. Et elle me décrit, parce qu'elle a mis le gars en copie du même mail, elle me décrit comme light skin, skinny, dreadlocks. On est vraiment les opposés. Et on se rencontre dans l'avion et on est tous les deux. Et elle nous a envoyé faire concert de Prince à l'improviste chez lui à Percy Park. Et là, c'est la folie. C'est-à-dire que tu dois avoir appris toutes les musiques du gars. Et voilà, vous êtes 2, parce que le bonhomme en face, c'est un maniaque. Il n'aime pas plein de gens dans ses pattes. Il veut des gens efficaces. Clair. Et je me retrouve à faire du Prince comme ça. Et elle vient nous rejoindre au moins 4-5 jours après. Et ça dure pendant 3 mois. Et malheureusement, cette tournée on n'aura jamais vu, parce qu'en fait, la première date était censée être au Bataclan. Et il y a les attentats du Bataclan. Donc il annule. Il décide de faire une petite tournée en solo qui va s'appeler Mon piano et moi. Donc il fait un truc vers mon piano et lui, donc on n'y est pas. C'est acoustique. Et quelques mois après, la tragique nouvelle, décès, boudoum. Et donc cette histoire, cette aventure s'arrête. Pendant ce temps, je continue à faire du Marcus... pas du Marcus, du Kenny. Je continue à faire ce que je fais ici, c'est-à-dire Akio, Dominique Coco, tout ça.
Et après, elle me rappelle effectivement pour Lauryn Hill. Ouais. Elle m'a dit, je suis sur un gros truc, là. Machin. J'ai Mais arrêté la ma... rencontre avec cette femme, c'est incroyable. Ah Hein. non, mais c'est huge parce qu'elle me dit, j'arrête Marcus. Ouais. J'ai fait ça pendant 18 ans. Ils sont super bien, ils sont potos comme ça, Mhm. elle et lui. Mais qu'elle veut être plus aux États-Unis, se recentrer sur sa famille, voir du monde. Et donc voilà, j'ai cette tournée. Ouais. Ok. Et elle essaie de me vendre. En façade ou en retour. En façade, c'est l'ingénieur qui s'occupe du public. Mhm. En retour. Et ça prend pas en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'elle vend un petit gars sorti de la Guadeloupe. Tout le monde dit ouais, on te fait confiance, mais ouais, mais quand même, ouais quoi. Donc ça reste à patauger comme ça. Je repars en tournée avec Kenny et ma date s'arrête. Et là, le dernier concert de Lauryn, c'est 2 jours après notre dernier concert. Mhm. Je quitte l'équipe de Kenny Garrett, il rentre aux États-Unis. Et moi, je dis non, je rentre pas. Je prends un billet pour aller en Suisse. Ouais. Et je dis à Rebecca, voilà, j'arrive en Suisse. Je serai là pour votre dernier show. Je te demande juste un hôtel. Ouais. Donc, elle me met une chambre d'hôtel à dispo. J'arrive, tout le monde me regarde. C'est qui ce gars Tu vois, t'arrives. Lauryn Hill, c'est une grosse équipe. Hein. C'est-à-dire que Kenny Garrett, c'est une équipe de 6 personnes. On est 6. Marcus, c'est une équipe qui est déjà un peu plus costaud. On est autour des 12-13 personnes. Lauryn, on est sur une équipe de 25 personnes. Ouais. Et là, c'est la petite formule. Ouais. Et donc, tu as tout le monde qui me regarde et tout. Bon, bref. Je vais me coucher. Et le lendemain matin, 7h, je suis dans le lobby, prêt. Il y a des trucs à faire. Je prends, je lève les caisses, machin, tout ça. Ok. Je fais ce qu'il y a à faire. Mhm. Balance se passe, je regarde et tout. Et je m'apprête à aller regarder mon concert. Pour la deuxième fois. Et on m'a dit non. Allez, derrière Derrière les manettes. Donc le concert démarre et boum. Alors il faut savoir que Lauryn Hill, c'est une équipe assez... C'est un concept assez particulier. Tu as les stars un peu comme ça, où tu as un ingénieur qui s'occupe du public, un ingénieur qui s'occupe des musiciens, et un ingénieur qui s'occupe que d'elle. Ok. Qui focus sur elle et fait un full job. Et donc ce soir-là, on me met aux musiciens. Ok. Donc je me retrouve, boum. Je fais mon show et on termine. Et elle m'a dit, bon, ben, tu seras sur la prochaine tournée. Qui te dit ça, Rebecca ou Lauryn? Okay. Rebecca, voilà, Okay. c'est ça. Et donc, boum, ben, de fait, je me retrouve à préparer la prochaine tournée. Donc, à débarquer chez Miss Hill, Ouais. dans le New Jersey, dans sa maison. Elle a une maison musique, elle a une maison famille, ce que j'appelle maison famille, avec ses enfants. Voilà, vraiment, c'est son intimité à elle. Et elle a une deuxième maison énorme, encore plus grosse, où ben, les musiciens, les ingénieurs, tout le monde peut y vivre, carrément. Et je me retrouve à partir pour là-bas et à vivre chez elle pendant des mois pour préparer la tournée des 20 ans de l'album. Ouais. Et donc je commence à zéro, donc depuis les répétitions chez elle, pendant des mois, et pendant des semaines, jusqu'à partir en tournée. Et là, je fais ma première tournée en tourbus, c'est-à-dire vraiment le truc à l'américaine, on est dans des bus, on arrive le matin dans une salle, on installe tout, on fait notre show, on redémonte, on prend une douche. Dans l'Amérique profonde. on prend une douche, on rentre dans le bus, tu dors, et tu te réveilles, tu es dans une autre ville. Ouais. Et c'est rebelote, et on enchaîne comme ça tous les jours. Ouais. Et donc ça, c'est de super souvenirs. C'est une expérience aussi hyper compliquée, encore plus. Autant j'étais stressé parce que Prince, c'était pas un cadeau. Dans le degré d'exigence, dans tout ce qu'on fait autour de lui, il faut pas lui parler, si, ça. Autant elle, son niveau d'exigence, il y a des gens qui la traitent de folle, de farfelue. En fait, elle entend la musique d'une certaine manière, avec des variations que seule elle peut anticiper, et elle aimerait que tu lui fasses vivre cette expérience où elle va sentir des violons arriver, baisser. Donc en permanence, elle est en train de te faire des signes pour que tu réalises des trucs et tu dois essayer de comprendre tout ça. Ouais. C'est un full job. Mais justement, je comptais te demander comment tu fais pour gérer ça. Parce que j'imagine, quand tu dis exactement, entre Prince et Lauryn, on est, comme tu disais, sur des niveaux d'exigence extrêmement forts. Ouais. Moi, j'ai vu Lauryn en concert à Marie-Galante. Ouais. Mon rêve aurait été de voir Prince. Mais bon, malheureusement, j'ai raté Prince où ça à Paris. J'avais été voir un Kabadou un mercredi. Je ne sais plus quelle date, voilà, un mercredi soir. Elle est passée au Palais des Congrès à Porte-Maillot. Et c'était un mercredi soir, j'étais super content, bon, très bien. Je rentre chez moi, je dors,
Et le lendemain matin, j'apprends que dans la nuit, Prince a fait un show à Fait à la dernière minute. la dernière minute. Et c'était au New Morning. J'étais là, mais attends, mais ça sort d'où ce truc? Ben, c'est son délire. Moi, j'ai Ouais. vécu ça chez lui. C'est-à-dire, autant il y a eu des concerts organisés, et c'est là où j'ai vu son génie. Hein. Le mec, il a envoyé un Twitter, un petit post, Ouais. boum, concert, un thème, venez habiller en blanc. Ouais. Et à 16h, tu fais que voir une queue Mhm. devant chez lui, de gens Mhm. qui sont là, qui ont suivi, qui sont dans son réseau, qui apparaissent. Le mec, il n'y a pas de carte bleue, il a un Gap chez lui, il y a un distributeur automatique. T'as pas de Ok. t'as pas de carte? Tiens, t'as pas d'espèces? Ouais. Va, tiens, sers-toi. Le gars, il prend que du cash. Ils te font du marketing, des t-shirts, des trucs. Et tu rentres dans son antre où il y a une boîte de nuit, Ouais. un petit club, 300 places avec une scène où il jouait. Il y avait la grosse scène aussi, 3000 Ouais. places à l'intérieur. Il y avait des studios. Chez lui, une scène de 3000 places. Ah ouais, Oh là ouais, c'est huge. Oh là 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 là. Et j'ai pas de photo de ça. Ben, Parce que dans mon contrat, c'était interdit. Ouais. Je suis quelqu'un comme ça, je respecte les règles. Je suis triste, mais je respecte les règles. Je vais demander à comment s'appelle notre AI préféré de me faire une photo avec Prince parce que je n'en ai pas. tu n'as pas de photo de toi avec Prince? Non. Parce que c'était interdit. Oh là 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 C'était tout simplement interdit. J'étais au cinéma avec Prince. là. Ouais. Puis Ouais. quand j'étais voir The Martian, Matt Damon, un jour on bossait, on me dit il nous invite au Cinoche. Ouais. Le gars, il a réquisitionné le cinéma. Ouais. On arrive, tu vois les gens qui sortent, Ouais. et ils nous regardent chelou, mais vous allez où là? Il est minuit, le cinéma il est fermé quoi. Tu vois le cinéma s'éteindre, Il se rallume. on nous ouvre une porte, on nous dit venez. Les gars rallument le cinéma, ils rallument les machines à popcorn, on nous dit ça, c'est voilà. Mes potes américains, je les vois avec 3, 4, Évidemment. moi je suis pas comme ça, voilà. Et on s'installe tranquille. Le film débarque. Dès que la lumière est noire, tu vois un petit bonhomme qui passe. Clac, Ouais. clac, clac, il va s'asseoir au fond. Il Ouais. fait Hi guys. Boum, il regarde le film. Et à 30 secondes de la fin du film, tu vois sortir de la salle. Clac, clac, clac. Et boum, la lumière s'allume. Il est là plus là. Mais ce gars, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non, mais sérieux. C'est, Ah là là. C'est un gars, tu le rencontres à 2h30 au supermarché. Quoi. Parce que Ouais. dans les 24 là-bas, Ouais. c'est à cette heure-là qu'il sortait. C'est un vrai trip. Eh ben. Donc, et tu parlais, donc oui, donc le niveau d'exigence, en fait, je suis extrêmement rigoureux et Ouais. c'est Donc c'est ça. le reproche qu'on me fait tout le temps, notamment ici. C'est-à-dire que je suis emmerdant, je ne laisse pas les choses passer, Ouais. un cap mal passé, un truc. S'il faut le refaire 4 fois, je vais le refaire 4 fois. Ouais. Et je pense que c'est ça que certaines personnes ont su voir parce que eux, ils en ont besoin. Ouais. Donc la version, c'est pas pour cochon, ou c'est pour cochon, justement, comme on dit chez nous. Ou le bon comme ça. Ou le bon comme ça marche pas. T'as pas Ouais. une chance. Ouais. Et de voir que ouais, je vais être grognon. Je suis un gars ici, surtout ici, je fais des têtes de grognon parce que je suis pas content. Mais là-bas, je suis dans ce niveau d'exigence. Donc effectivement, je vais faire une tête parce que je vais être concentré, parce qu'il faut que ça soit carré, parce que si, ça. Et ça plaît. Je suis pas un gars exubérant, je fais pas non plus, je bois pas, je fume pas. On n'a pas eu l'occasion de me retrouver dans des situations bizarres. Donc effectivement, ça fait que en dehors de mon savoir technique, de mon expertise technique, je pense qu'il y a des qualités humaines aussi qui leur plaisent et qui font que on n'a pas de difficulté à m'intégrer dans des équipes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment aussi l'envers du décor, c'est ça, partir en tournée avec quelqu'un pendant une semaine. Bon, c'est un gars chiant, c'est un gars qui boit, qui fume. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas boire, je dis pas qu'il faut pas fumer. Hein. Je parle d'excès, je parle de situations qui mettent les autres en des versions de même pas intéressantes. C'est compliqué. Et quand tu fais ça sur 3 mois, ça devient extrêmement compliqué. Et donc, c'est là où le choix des humains qui nous accompagnent est super important. Se sentir en sécurité, c'est-à-dire savoir que tu peux avoir un souci, que tu auras quelqu'un d'autre qui sera là pour le backup. Pour te backup. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde de ne pas se réveiller un matin. Ouais, c'est clair. C'est un avion. Mais si tu as le gars qui suffisamment tôt, tu as fait le petit rappel, au fait, on a petit déjeuner, tu vois, ou truc, ça te réveille, ou ça te rappelle. Ah ben, voilà, tu as cette famille qui se crée, et
Et je pense que voilà, ils ont su voir en moi de la bienveillance, de la rigueur, de la simplicité. Mhm. Et voilà. Et ça fait que, par exemple, aussi, j'ai des recommandations. Donc, Mhm. quand, par exemple, je pars faire The Internet, Mhm. Mhm. c'est sous recommandation. C'est le tour manager de Lauryn Hill Mhm. qui bosse avec les plus grands noms. Il bosse avec là, il est avec Lady Gaga, c'est ça Mhm. son level. Mhm. Ben voilà, on lui dit, bon, ben, on cherche un ingé son, machin. Boum, je me retrouve à être Ouais. branché. Ouais. Voilà. Donc, on sait que tu vas pouvoir tenir le boulot, Mhm. mais derrière, on sait aussi que tu es un gars Ouais, rigoureux, et rigoureux. qui... Ouais, Voilà. je vois tout à fait. Tu vas pas te retrouver à péter un câble sur Ouais. un client, à crier, Ouais, machin. ouais, Voilà. ouais. Donc, Eh ben, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bon, comment tu gères tes phases de... Enfin, j'imagine que ça n'a pas forcément dû être tout le temps facile. La vie d'artiste, hein, la vie ingé son, t'as des contrats, des multiples contrats tout le temps. Et j'imagine qu'il y a dû y avoir des phases de creux. Comment tu gères ça? Ces phases de creux, ces phases où il n'y a pas de contrat. Bah, le truc, c'est que je fais la double vie avec la tournée internationale et la tournée locale font que j'arrive à rentrer dans ces creux. Donc, par exemple, je vais être dehors, je vais rentrer en Guadeloupe. Soit je vais réussir à avoir un autre contrat qui va me tenir dehors, tout ça, ou soit effectivement, je vais me retrouver à bosser en Guadeloupe. Et on va retourner sur cette information que je t'ai donnée au début, c'est que j'ai toujours adoré les deux univers, le studio et l'enregistrement. Et le live. Donc ça fait que quand je ne suis pas en live, j'aurai tendance à retourner et à prendre des rendez-vous pour de l'enregistrement, pour du studio et faire ce genre de choses. Donc ça fait que je me retrouve dans un équilibre où je me retrouve un peu à flux tendu parce que je ne m'arrête pas. Donc je vais faire ce que je kiffe avec du live, je vais rentrer dans une autre période où je vais faire des enregistrements. Donc malheureusement, les enregistrements ont baissé avec toute la crise de la musique, le fait on n'a plus de production ici, on a beaucoup d'autoproduction. On a aussi beaucoup de gens qui ont acheté leur propre matos, donc ils s'enregistrent plus ou moins tout seuls et ils font leurs produits tout seuls. Donc c'est un truc qui a baissé. Là, je viens d'enregistrer l'album de Florence Napri, qu'on a enregistré totalement live et qu'on a fait sortir pour l'album pour Terre de Blues. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je gère. Et l'autre chose aussi, c'est que mes autres activités, je vais pouvoir faire de la photo, je suis à fond dans tout ce qui est dans la vidéo, les conférences hybrides. Donc, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de conférences hybrides avec ce qu'on appelle conférences hybrides. Ouais, c'est ça. Alors, avant Covid, on avait des conférences où les gens se rencontraient dans une salle. Maintenant, on va avoir une conférence où le public est dans la salle. Le public peut être en distanciel via des plateformes Zoom, Facebook ou autres. Les intervenants, ce que j'appelle les talents peuvent être dans la salle, mais peuvent être aussi à l'extérieur. Et surtout, les talents peuvent être de nationalités différentes. Donc, moi, je me retrouve à faire des conférences hybrides où j'ai à gérer aussi des traducteurs. Parce que il y aura des gens, des anglophones, des hispanophones. Et il faut que chaque personne puisse comprendre tout le monde. Donc, tu as un routing de fou pour envoyer des bonnes infos, envoyer des bonnes images aux bonnes personnes. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert c'est le Covid. Pendant le Covid, je m'ennuyais. Et je me suis dit, comment on arrive à faire de la musique ensemble? Comment on arrive à faire ci, ça. Et j'ai découvert cette discipline, cette forme d'événementiel. Et c'est compliqué, donc j'aime bien. Ouais, tout simplement. C'est compliqué, ça demande de la rigueur, donc j'aime bien. Voilà. Génial. Il me semblait que tu avais aussi des projets dans... Tu n'avais pas un truc dans l'IA? Tu t'intéressais pas à un truc comme ça? Parce qu'on se voit beaucoup à The Box. À The Box, c'est un incubateur à Jarry, là. Donc, et il me semblait que tu étais intéressé par tout ça aussi. Alors, comme je t'ai dit, je suis un geek. J'ai toujours été geek. Tu as vu, depuis très longtemps, j'ai acheté ma première machine. Des machines, depuis, j'ai pas arrêté. Tu vois autour de moi, on peut les compter. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est la suite logique de la technologie. La technologie, pour moi, ça a commencé à partir où l'homme a pris un bâton, il a pris un morceau de silex et un tissu, il a fait un marteau. C'est de la technologie. Aujourd'hui, quelqu'un va avoir un marteau. C'est un acquis, mais c'est un outil technologique. Un crayon, c'est-à-dire une mine de carbone entourée d'un bout de bois, c'est de la technologie pour moi. Et l'homme, c'est sa force, c'est-à-dire c'est de continuer à être innovant, à créer.
ça a bien sûr deux faces, hein. Tu as tous les bons côtés, tu as tous les mauvais côtés. Et aujourd'hui, la continuité de l'ordinateur, c'est d'un côté, c'est l'IA, effectivement. Donc, ce côté computing, c'est-à-dire comment effectivement faire un ordinateur avoir... Alors, moi, je ne suis pas à la recherche du comportement humain. Voilà, mais c'est pas mon kiff. Mais c'est vraiment ce côté assistanat. Parce que pour moi, s'il y a des machines, j'appelle machine ordinateur, j'appelle aussi machine et robots, ce serait pour qu'on ait une meilleure vie en soi, tu vois. Ouais, meilleure expérience, quoi. Meilleure expérience et qu'on bosse moins, que la pénibilité soit réduite. Ça, ce sont mes rêves, mais c'est l'utopie. Hein. Mais moi, c'est ça un peu ma quête. Et donc, comment les outils technologiques peuvent nous permettre un bien-être, un mieux vivre. Voilà. Bon, c'est mal barré, les poissons ils meurent partout, l'eau est trop chaude. Bon, voilà. Donc, effectivement, l'IA, c'est mon truc. Et donc, dans mes projets, pendant le Covid, je suis quelqu'un qui écrit énormément de projets. On ne les voit pas forcément tous. Bon, j'en parle souvent, mais bon. Mais il y avait des concerts dans le métaverse. Ça, oui, tu m'en avais parlé. Un vrai délire. C'est vrai. C'est conceptualisé dans ma tête. Les fonds ne sont pas là. Donc, il y a ça. Il y a aussi... demande à Rebecca Foster de te brancher avec... comment il s'appelle l'artiste qui a fait des concerts dans le métavers, là. Il y en a plusieurs. Tu parles de qui? Je parle de... Ah, mais zut, le rappeur, là... je crois qu'il y avait même eu un délire, une histoire de procès avec lui où il y avait eu un problème. Comment? Non, c'est pas Lina Six. C'est pas Lina Six, c'est un autre gars. J'oublie. C'est pas grave. Mais bon, bref, ok. Donc il y a ça. J'ai aussi tout un projet de plateforme, pas musicale, mais une plateforme carrément... En fait, c'est une plateforme qui met en relation le consommateur de produits culturels et le créateur de produits culturels. Une nouvelle manière de consommer de la musique, du théâtre, des tableaux, tout. Je pense que c'est un vrai délire. Pareil, bon, moi, je suis plus le gars qui pense et qui réfléchit, mais j'ai pas encore... je suis pas le gars qui est argent. Et j'apprends petit à petit, donc ça avance tout doucement, donc on continue de faire mijoter ces petits projets. Et voilà. Ok, super, top. Alors, dernier petit chapitre, parce que quand même, ça fait... on arrive à la fin du podcast. Au niveau de la... Tu me parlais tout à l'heure de... Enfin, je crois que tu m'as parlé un peu de transmission au début, voilà. Voilà, qu'est-ce que tu penses du marché caribéen, Guadeloupe, Martinique, le niveau des gars ici? Est-ce que tu penses que toi, tu as un rôle à jouer là-dedans? Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est compliqué, c'est un bouton assez sensible pour moi. Moi, il faut savoir que je suis dur, je suis assez intransigeant. Et j'aurais tendance à dire qu'on ne fait pas assez. Bon, on n'est pas aidé, hein, on est dans un bassin, on est dans un univers... avec notre histoire, notre passé, voilà, ça n'a pas toujours été rose, ce n'est pas rose. Donc voilà. Maintenant, pour moi, certes, voilà, on a un postulat de départ qui est pas génial. Ça ne doit pas nous empêcher d'avoir ce niveau d'exigence, parce que quand je fais écouter, alors pas nos musiques actuelles, mais quand je fais écouter notre patrimoine, tu vois, que ce soit du Gros-Cas, du Manuela Pioche, de Accident, du Akio. Tu vois, on a tous ces registres. Hein. Les gens ailleurs, ils trouvent ça dingue. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on a perdu on n'a plus d'industrie. C'est-à-dire, l'industrie, c'est pas juste d'avoir les créatifs, c'est d'avoir toute la chaîne qui va du créatif, des gens qui vont concevoir le projet, des gens qui vont le marketer, des gens qui vont le vendre, des gens qui vont le distribuer. Et aujourd'hui, cette chaîne-là, elle est cassée. Parce que beaucoup de gens vont lui prendre la belle place, c'est-à-dire la place où on te voit, donc la place d'artiste. Et on a perdu tous ces autres postes qui sont tous nécessaires pour que le produit existe. Et je suis persuadé qu'on peut avoir des produits à tous les niveaux
peinture, musique, danse, film, théâtre, Ouais. tous nos produits culturels peuvent arriver loin. Et c'est pas une histoire de français, de créole, nanana, c'est une histoire de marché. C'est véritablement une histoire de marché. On peut faire arriver notre... Je vais pas prendre l'exemple de Kassav parce que Kassav a eu lieu dans un moment c'était leur moment. Mais notre créole peut continuer à voyager sans faire du créole, sans parler de langue. On peut être guadeloupéen, martiniquais, caribéen dans notre manière de faire. Donc, on n'a pas qu'un moyen d'y arriver. Et donc, il faut qu'on se donne 2-3 tapes. Il faut qu'on arrête tous de vouloir être à la seule et même place du gars visible là-haut. C'est pas forcément là en plus on gagne plus d'argent. Il y a il y a de l'argent aussi sur d'autres jobs. Donc, faisons, osons et surtout mettons-nous ensemble. Ça, c'est aussi... je ne vais pas rentrer dans les paraboles habituelles, nec contre nec, ou ci ou ça, mais cette notion d'avancer en équipe, moi j'entends des collègues américains qui me disent « tu es des nôtres ». C'est hyper rassurant, c'est-à-dire de se dire « ben voilà, on part, on a une team ». Et moi, j'essaie de parler à des confrères ici que je considère comme étant justement des proches et de cette même famille, qui ne se considèrent pas de cette famille. Ils se considèrent comme étant eux et tout seuls. Et tout seul, on n'y arrive pas. Tout seul, Lauryn Hill, elle peut être la meilleure rappeuse du monde. Malgré tout, elle a une équipe de 30 personnes derrière elle. Voilà, tu vois. Kenny Garrett, il ne se charge pas de vendre ses dates. Tu vois, il se charge de faire 8 heures de saxophone par jour. Le mec, il se réveille. Si tu as la malchance d'être dans la chambre à côté de la sienne, tu te prends du saxophone de son réveil jusqu'à ce qu'on parte. Tu vois, c'est du travail. Ces gens-là, ils travaillent non-stop. On doit tous travailler sur ce qu'on sait faire. Absolument. Et être aux côtés des autres qui sont sur d'autres positions et qui seront capables de faire que ce bateau-là, on va tous y arriver ensemble. Génial. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour terminer, j'ai une petite interview hors zone à te faire. Donc, c'est quelques questions pour voir si tu es vraiment un mec qui sort de sa zone de confort. Ok. Donc, voilà, 4 questions. Alors, la première, est-ce que tu es plutôt voyage solo ou séjour organisé ? En mode vacances, tu veux dire ? Ouais. Je pars jamais en vacances. À chaque fois où j'ai pu partir en vacances, c'est qu'une femme a réussi à me convaincre. Donc on était en solo, mais je suis pas du mode à... je suis toujours en train de travailler, donc il faut que... Solo. D'accord, ok. Faut dire aussi que, comme tu voyages beaucoup, j'imagine que tu n'as pas besoin de voyager pour être en vacances. C'est ça aussi, c'est-à-dire que le fait d'être souvent dehors, des pays, j'en connais vraiment beaucoup, même si j'y vais pour 48 heures ou si j'y vais pour 7 jours, j'en ai fait pas mal. Et une fois que ça se calme, j'ai plutôt tendance à vouloir rester à un endroit posé. Si c'est en Guadeloupe, c'est encore mieux. Donc voilà. Okay. Mais sinon, je suis solo. Ok, très bien. Quelle est la dernière fois que tu as dit non ? Mon fils est derrière toi, il t'a regardé, regarde. Je dis non tous les jours. Quand tu es un garçon de 17 ans qui n'a qu'une envie, c'est de découvrir la vie sous toutes ses formes, toutes ses facettes et sans limitation, tu dois être un papa qui dit non et donner des balises et un cadre. Et c'est pas un non méchant, c'est pas un non pour juste pour dire non, c'est un non pour pouvoir accompagner et prendre de bonnes décisions. Ok, très bien. Ton prochain projet sera motivé par l'envie de changer le monde, des collaborateurs sympas ou une opportunité de gain importante. Wow. Dans mon quotidien, quand j'ai fait mon why, la chose la plus importante, c'était changer le monde, c'est-à-dire grâce aux nouvelles technologies, apporter une transformation au monde actuel. C'était ça mon why. Donc instinctivement, j'ai envie de te dire ça. Après, post-Covid, l'argent et le besoin financier prend une part importante de mes décisions parce qu'effectivement, la Covid, mais je déteste dire la Covid, nous a, en tout cas dans le monde de la musique, bien bousculé et il a fallu se remettre à flot.
Je suis content, mon banquier m'appelle maintenant avec le sourire. Ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Donc, le gain financier peut aussi être le... Voilà. Ouais, ok, très bien, c'est très bien. Et enfin, quel mot suscite en toi le plus d'inquiétude? Ok. Inconnu, risque, routine. Ah, routine, Routine, clairement. ok. Très bien, très bien. Et pour finir, est-ce que tu peux me parler de... Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Est-ce qu'il y a une méthode, un lieu, un livre, un film qui t'inspire au quotidien? Ce qui m'inspire au quotidien, c'est de mieux faire, Ok. véritablement. Donc après, effectivement, ce mieux-là, je le trouve dans des notes, dans des cotations, dans des bouquins, dans des réflexions. Je le trouve un peu partout parce que je me remets... On ne le voit pas parce que je suis quelqu'un d'assez hermétique, mais je me remets souvent en question. Mhm. Quand je fais un truc et que ça a touché l'autre, bon, je t'aurai parfois du mal à dire, bon, c'est de ma faute, excuse-moi. Mhm. Mais j'essaye et j'essaie de me remettre en question. Donc en fait, c'est vraiment un leitmotiv de se dire, ok, voilà, comment je fais mieux demain. Chaque jour, c'est vraiment ça, comment je fais mieux. Euh, parce que, parce que demain c'est une inconnue. Demain, je ne sais pas si je serai là. Donc au quotidien, c'est faire du plus que du mieux que je puisse, mais en tout cas, voilà, tenter d'améliorer mon, ma participation à ce monde et à mes interactions avec les autres. Génial. Super. Voilà. Merci pour ta réponse. Merci pour ces questions. Et merci pour Ah, ton mais temps. je veux bien de la réponse. Donc, au final, est-ce que je sors de ma zone de confort? Moi, je pense que... alors, je ne suis personne pour juger déjà. Donc, déjà, je ne sais pas. Mais cela dit... en fait, j'en sais rien. Mais je pense que tu es quelqu'un qui te connaît. Je pense que tu te connais. Et je pense qu'en plus, tu es quelqu'un de rigoureux. Et je pense que oui, tu es capable de sortir de ta zone de confort. Moi, j'aime beaucoup le fait que tu n'hésites pas à pousser les barrières, à bousculer les choses pour atteindre ton objectif. Tu vois, le fait d'être parti comme ça, d'avoir réussi à partir à l'international, donc à accomplir ce que tu voulais faire, ça a pris du temps, tu n'as pas lâché l'affaire, tu as été jusqu'au bout, et aujourd'hui, ben, tu as la vie que tu as voulu avoir, quoi. Et du coup, ben, je trouve ça admirable et très inspirant. Voilà. Non, mais ta première question, bah, c'était est-ce que ça va? Effectivement, je dis, je peux pas me plaindre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont clairement pas, qui se sentent pas à leur place ou qui, voilà. Le matin, quand je me réveille, bon, mon cerveau, il tourne toujours à 4000 à l'heure. Ma tête, elle tourne, hein, franchement, vraiment, parce que je suis toujours dans d'autres problématiques. Mais si je m'arrête, je me pose, je me dis, ok, voilà, ok. Je suis un garçon qui est fantastique, malgré toutes les problématiques de l'adolescence. Ouais. J'ai une vie où je fais de la tournée, je suis dehors, voilà. Je gagne de l'argent correctement quand je suis dehors. Voilà. Les autres problèmes, j'en ai, hein, tu vois. Être aujourd'hui un fait de la musique et ne pas travailler dans mon propre pays, je me dis, ok, c'est bizarre. Ouais. Ce sont des... je le prends pas mal, j'essaie juste de me poser les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que je suis trop absent? Est-ce que c'est parce qu'on me dit que je suis trop cher? Est-ce que c'est parce que je suis trop rigoureux? Donc je suis toujours dans ces questions existentielles sur moi-même. Et aussi dans mon rapport aux autres, je sais que je peux être dur, j'ai une personnalité, voilà. Donc toujours essayer de faire mieux. Je pense que c'est de ne pas lâcher sur... never give up. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Il vaut mieux fait que parfait. Ouais, c'est très difficile à accepter pour moi, parce que je suis un Gémeaux. Ah, mais moi aussi. Mais oui, 27 mai, moi aussi. Ouais. Moi, je suis du 25. Ouais, donc... toi, t'es comme Miles Davis. Oui, exactement. Exactement. Miles On est Davis le même 25, jour. Absolument. Lauryn Hill le 26. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que... Ah, oui, Marcus Miller le 9 juin. Ouais. Il y a beaucoup de... Beaucoup de grands artistes sont Gémeaux. Et Prince. Je sais pas pour Prince, c'est pas loin aussi. Prince, c'est dans la zone. Ouais. Ok. Donc, ouais. Génial.
je me sens connecté à eux. Tu l'es. Nous le sommes. Gemini, we are the best. Génial, génial. En tout cas, merci beaucoup, TX, pour ton temps, pour tes super réponses et pour nous avoir inspirés également. Et puis, j'espère que tout va continuer à rouler pour toi. Et voilà. Merci. Yes. Bon, à bientôt alors. Yes, je me fais. Ouais. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!